Georges Bataille. Une vie, une œuvre. Roland Houguet avec Marie-Claire Dumas, Marc Guillaume, Jean Jamin, Dominique Lecoq, Francis Marmande. Si l'on parle de Georges Bataille, il est évident qu'une des clés biographiques de son œuvre nous est donnée à la fin de l'Histoire de l'œil, un de ses premiers textes, lorsque l'auteur, qui fut d'ailleurs un des premiers intellectuels de sa génération à se faire psychanalyser, nous révèle quelques traumatismes de son enfance entre un père monstrueusement impotent et une mère devenue folle. L'autre clé de cette œuvre, dont l'essentiel, comme on le sait, a été écrit après la guerre et jusqu'à sa mort en 1963, réside sans nul doute dans les rapports d'amitié multiples et profonds que Georges Bataille a noués non seulement avec des écrivains comme ceux du groupe surréaliste, mais avec des spécialistes de toutes les disciplines comme Michel Léris et Alfred Métraux. Et cette soif d'échange et de communication explique comment ce bibliothécaire tranquille, qui aurait pu se contenter d'être un exégète officiel, est devenu l'animateur de revues comme Document ou Acéphale et un des fondateurs du collège de sociologie, et que par là même il a été vraiment au carrefour de l'intelligence de son époque. Et c'est cet aspect des choses que tout particulièrement a souligné un colloque récent organisé par les amis de Georges Bataille. Dominique Lecoq. L'idée de ce colloque est venue d'une discussion avec le peintre Gaston Birou, qui a abouti à la présentation de ses œuvres, ce qui n'avait pas été fait depuis des années. Il m'a raconté comment, dans une soirée chez Picasso, Michel Léris lui avait proposé d'être le peintre de la mission Dakar-Djibouti que Marcel Griaule donc devait emmener en 1931. Il a accepté parce qu'il se trouvait dans une certaine difficulté théorique, une certaine difficulté à savoir ce qu'était la peinture, compte tenu de l'évolution qu'elle avait subie dans cette époque. Et en faisant cette exposition, en rassemblant les documents, nous avons été frappés à l'association des Amis de Georges Bataille, par le fait que Georges Bataille, par l'intermédiaire de la revue Documents, avait été en contact avec des ethnologues, des écrivains, des peintres, qui tous, à un moment ou à un autre, s'étaient frottés finalement à ce qu'on appelait à l'époque l'ethnographie, ou des ethnographes qui étaient eux-mêmes devenus des écrivains, ou des écrivains qui étaient devenus des ethnographes. Enfin, il y avait un mélange tel que l'idée nous est venue, compte tenu des difficultés ou des impasses où se trouvent parfois un certain nombre de théories ethnologiques actuellement, l'idée nous est venue de revenir sur une certaine conception littéraire de l'ethnographie qui avait été à l'origine de la science. Et de voir un peu comment les deux avaient pu s'interpénétrer. Voilà. Évidemment, l'exemple le plus évident, c'est Michel Léris, qui a commencé comme écrivain surréaliste et a fait une carrière d'ethnologue, tout en poursuivant cette carrière d'écrivain. Séduit par les documents ethnographiques, les masques. Oui, tout à fait. Oui. Alors, ce colloque s'est donc mis en place. J'ai pris contact avec le Centre coopératif de recherche et de diffusion d'anthropologie qui a son siège à la Maison des sciences de l'homme. Du côté des ethnologues, l'enthousiasme a été très évident. Et nous avons donc mis en place cette sorte de confrontation entre des gens de disciplines très diverses, puisqu'il y a à la fois des écrivains, des ethnologues, des psychanalystes, des philosophes. Et mais confrontation qui ne semblait pas aller de soi, puisqu'il semble bien que les ethnologues se veuillent de plus en plus scientifiques. Et je ne sais pas si les écrivains se veulent de plus en plus littéraires, j'en douterais davantage. Mais enfin, il faut bien dire que votre colloque y reposait un peu sur une sorte de quadrature du cercle au départ. Oui, une gageure. Et je suis content que vous le souligniez parce que notre objectif à l'association des Amis de Georges Bataille, c'est non pas d'être des hagiographes, mais précisément de produire des situations dans lesquelles un certain nombre de choses peuvent avancer. Et je crois que c'est ce qui s'est passé dans ce colloque. D'ailleurs, c'était tout à fait étonnant de voir dès la première matinée, à l'ouverture,
qui a été faite par M. Maurice Godelier, directeur scientifique du CNRS, de voir que d'abord il s'est présenté lui-même comme un lecteur de bataille, en faisant bien la part entre son travail scientifique et la lecture de bataille. Je veux dire qu'il n'a pas fait un lien d'une manière évidente. Mais dans la confrontation qui a eu lieu et dans la réponse que lui a faite par exemple M. Marc Guillaume, qui est économiste, on s'est bien aperçu que finalement il y avait deux lectures de bataille qui s'affrontaient, l'un à travers une conception de l'ethnologie et l'autre à travers une conception de l'économie. Et si vous voulez, dans cette idée, qui à mon avis est tout à fait fondamentale, c'est que pour M. Godelier, l'homme qui était en cause était avant tout l'homme des besoins, alors que pour Marc Guillaume, qui se référait beaucoup plus à bataille, c'était l'homme du désir. Et au fond, nous avons parlé de l'homme, et c'est bien ça, après tout, l'anthropologie, mais c'était pas tout à fait le même homme, suivant la lecture que les uns et les autres avaient fait de bataille. Marc Guillaume, votre communication sur la notion de dépense, je crois, chez Bataille, en relation peut-être avec ce que les économistes peuvent penser de la chose, bon, a suscité un certain nombre de réflexions. La première chose peut-être, avant de discuter, serait peut-être de nous dire ce qu'est cette notion de dépense et deuxièmement, est-elle récupérable par les économistes? Cette notion de dépense, elle est fondée sur l'idée que Georges Bataille a introduite il y a maintenant déjà une cinquantaine d'années, puisque ses premiers travaux remontent à 1934. Donc elle est fondée sur l'idée que les problèmes les plus redoutables qui sont posés à l'humanité sont non pas ceux de la rareté, mais ceux d'un excès, ce que pose un excès d'énergie, et il prend la métaphore de l'excès d'énergie solaire, ce caractère infini de l'énergie dont nous disposons. La matière vivante serait toujours en excédent. Toujours, elle aurait à résoudre des problèmes parce que les conditions écologiques au sens large font qu'elle se développe, elle s'étend dans ses constructions biologiques ou dans ses constructions matérielles sans limite. Et donc, il faut dépenser cet excès. C'est ça la notion de dépense. Assez paradoxal a priori. Oui, ça peut paraître paradoxal, et vous voyez, pour prendre un exemple de paradoxe que l'actualité nous fournit, nous avons dans l'actualité, nous avons la conscience de rareté. En particulier, nous avons la conscience de la rareté de l'énergie, comme on dit, en pensant aux hydrocarbures, la rareté du pétrole. Mais il faut bien voir que cette rareté des hydrocarbures, elle est liée justement à un excès du développement. C'est précisément parce que les hommes et les usages qu'ils ont fait d'équipement se sont développés d'une façon excessive, d'une façon mal contrôlée, que, bien entendu, certaines raretés locales, la rareté de l'espace, la rareté du pétrole, la rareté bientôt des minerais, se posent. Alors, c'est une rareté locale qui, finalement, n'est que la surface, l'écume des choses, mais qui s'enracine dans un excès de la race humaine, non seulement un excès démographique de la race humaine, peut-être, mais surtout un excès dans ses usages et dans ses proliférations, dans ce que Bataille appelait ces proliférations osseuses que représentent les usines, que représentent nos activités industrielles. Alors, cette notion de dépense, elle a été beaucoup critiquée et, bon, en particulier, je crois que les économistes ont souvent ou bien refusé de la prendre en compte ou alors l'ont critiquée de façon assez sévère. Je crois que quand les économistes l'ont critiquée, c'est une situation de malentendu. Mais je dirais qu'il y a, je vais revenir sur cette question du malentendu, mais il y a eu plus grave que la critique. Il y a eu l'indifférence, l'oubli, le rejet dans une insignifiance. Et même, je dirais, le découpage. On a rendu hommage au Georges Bataille, poète, écrivain, mais on a fait comme s'il fallait séparer l'œuvre de Bataille ethnologue, un peu moins, mais en tout cas de Bataille économiste. Et je signale au passage que ceci est tout à fait grave, parce que Bataille lui-même, avec une certaine solennité, dit au début de la part maudite, dans les premières lignes, qu'il a passé 20 ans à écrire ce livre d'économie politique.
ce n'était pas un économiste du dimanche. Il avait vraiment consacré une partie essentielle de son œuvre à l'économie. Donc il y a là un oubli. Et lorsque certains économistes rejettent et critiquent, comme vous le dites, et vous avez raison, d'abord ils sont peu nombreux, mais ceux qui l'ont fait, en général, c'est un malentendu. Le malentendu, pour le dire très, très rapidement, vient que les économistes se posent des questions de gestion, d'organisation de la vie industrielle. Et bien entendu, de ce point de vue-là, l'approche de Bataille n'est pas opératoire. On devrait bien comprendre que Bataille, finalement, a fait un travail plutôt sur l'essence de l'économie. C'est plus une réflexion sur ce qui fonde, en dernière instance, l'économie, c'est-à-dire sur la raison économique, sur la raison de l'ordre économique industriel. De ce point de vue-là, il ne faut pas opposer le Bataille épistémologue aux économistes d'aujourd'hui. Après tout, quand on veut organiser une entreprise, un pays, il est certain que la réflexion de Bataille n'est pas à utiliser. Et donc, elle n'est pas à rejeter non plus. En revanche, si on s'interroge sur le destin des sociétés industrielles, je crois que l'œuvre de Bataille est incontournable. Le sol où nous vivons n'est, quoi qu'il en soit, qu'un champ de destruction multiplié. Notre ignorance a seulement cet effet incontestable. Elle nous mène à subir ce que nous pourrions, si nous savions, opérer à notre guise. Elle nous prive du choix d'une exsudation qui pourrait nous agréer. Elle livre surtout les hommes et leurs œuvres à des destructions catastrophiques. Car si nous n'avons pas la force de détruire nous-mêmes l'énergie en surcroît, elle ne peut être utilisée. Et comme un animal intact qu'on ne peut dresser, c'est elle qui nous détruit. C'est nous-mêmes qui faisons les frais de l'explosion inévitable. Ces excès de force vive, qui congestionnent localement les économies les plus misérables, sont en effet les plus dangereux facteurs de ruine. Aussi la décongestion fut-elle de tout temps, mais au plus obscur de la conscience, l'objet d'une recherche fiévreuse. Les sociétés anciennes la trouvèrent dans les fêtes. Certaines édifièrent d'admirables monuments qui n'avaient pas d'utilité. Nous employons l'excédent à multiplier des services qui aplanissent la vie, et nous sommes portés à en résorber une partie dans l'augmentation des heures de loisirs. Mais ces dérivatifs ont toujours été insuffisants. Leur existence en excédent, malgré cela, en de certains points, avouait en tout temps des multitudes d'êtres humains et de grandes quantités de biens utiles aux destructions des guerres. De nos jours, l'importance relative des conflits armés s'est même accrue. Elle a pris les proportions désastreuses qu'on sait. Au-delà de tout cela, est-ce qu'il avait une position, dans le fond, je pourrais dire qu'il était une position de source? Oui, je crois que le terme est tout à fait exact, dans la mesure où son plus ancien ami est Alfred Métaux, donc l'ethnologue que je ne présente pas évidemment, et que très souvent, Alfred Métaux a beaucoup insisté sur ce fait. Bataille lui a littéralement soutiré des connaissances ethnologiques. Mais Bataille avait une formation de chartiste, numismate exactement. Et il est évident que pour lui, l'ethnologie n'était pas une préoccupation première. Encore qu'il ait eu sans doute la tentation d'être ethnologue lui-même, puisqu'il a appris le chinois et le tibétain, ce qui laissait entendre qu'il souhaitait faire des voyages très lointains. Mais il n'a pas mis ses projets sans doute à exécution. Il tirait des connaissances ethnologiques de ses amis, en particulier d'hommes comme Alfred Métaux, mais aussi comme Michel Leiris par la suite. Et je crois qu'en réalité, ce qui l'intéressait dans l'ethnologie, c'était ce que cela apportait comme connaissance des limites de l'individu. C'est-à-dire que je crois que la question qu'il se posait était par rapport à la rationalité occidentale, qui lui paraissait tout à fait limitée et aveugle sur un certain nombre de points, et en particulier dans le domaine de l'inconscient, et que l'effet ethnologique qui était relevé dans d'autres cultures, dans d'autres civilisations, lui paraissait être des éléments qui témoignaient de l'existence de ce que Jacques Lacan appelait plus tard le réel, de ces faits que lui-même sentait profondément bouleversants,
est complètement coupé de notre culture. Je crois que c'est ça qu'il a cherché dans les faits ethnologiques. Mais j'insisterai sur un autre point. C'est qu'en aucun cas, parce que ça a souvent été la tentation des lecteurs de Bataille, Georges Bataille n'a cherché à utiliser comme irrationnel absolu, c'est-à-dire une sorte d'appel au délire ou une sortie de la rationalité. Je crois qu'il a postulé les deux à la fois, c'est-à-dire l'irrationnel et le rationnel, comme il a postulé le savoir, mais l'accession au savoir par le non-savoir. C'est-à-dire qu'en tout point, il a posé, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans ses écrits philosophiques, économiques, avec la part maudite, ou à la limite aussi de l'ethnologie, il a toujours postulé les deux positions à la fois. Toujours. Et je crois que c'est dû au fait essentiel, à mon sens, qu'il a été le premier écrivain français qui a été psychanalysé. Oui, alors c'est effectivement une idée très importante et un peu difficile à comprendre. Dans le fond, est-ce que je dirais les choses de façon exacte si je disais qu'il s'agit de voir comment irrationnel et rationnel cohabitent? Je crois que ce qui est extrêmement clair, c'est que Alfred Métraux insistait sur la cohérence de la pensée de Bataille entre les premiers textes qu'il a écrits et finalement les derniers, alors que l'habitude est venue souvent de distinguer des périodes avec des aspects mystiques, régressifs, etc. Moi, je crois que Métraux a parfaitement raison. Bataille a posé le problème fondamental dès ses premiers articles, en particulier dans le Cheval académique, qui est une sorte d'attaque en règle contre la rationalité occidentale héritée de la Grèce antique, et qui met en avant les Gaulois dans la mesure où les Gaulois servaient de contrepartie à cette pensée académique. Quelle date ce texte? C'est le premier numéro de document, c'est-à-dire 1929. C'est le premier numéro, c'est le premier texte, et d'ailleurs il va y avoir des réactions extrêmement vives, parce que Bataille présente ce que l'art gaulois, qui était présenté comme frustre, sauvage, grotesque, etc., il le présente comme étant la réponse définitive aux arrogances des idéalistes. Francis Marmande, le motif aztèque chez Bataille, c'est, si j'ai bien compris, d'une part un certain nombre d'articles écrits d'ailleurs assez tôt et pour des revues avec lesquelles ça n'a pas très bien marché d'ailleurs, si j'ai bien compris, et puis d'autre part certains passages de la part maudite avec entre les deux toute une problématique à travers laquelle vous arrivez à définir une position de Bataille, si on peut dire. J'ai oublié votre formule de tout à l'heure, c'est un faux ethnologue qui est parfois plus vrai que les vrais. Alors, bon, prenons un peu les choses par ordre quand même. Alors, ces articles, quelle est leur inspiration, leurs sources, sont-ils scientifiques ou comment se définissent-ils? Le motif aztèque, je crois qu'il faut prendre l'expression pour ce qu'elle vaut, c'est que Bataille a été amené un peu circonstanciellement à travailler le motif de la civilisation aztèque au sens où un peintre travaille le motif en reprenant, en revenant dessus, en le modifiant, en l'affinant, en l'approfondissant. Et ça, c'est la première constatation. C'est une chose importante pour Georges Bataille, dont on est tout souvent tenté de penser soit qu'il y a une telle dispersion dans ces textes que rien n'est soumis à la continuité, soit réciproquement qu'il y a deux continuités séparées, une grosso modo qui va jusqu'à l'immédiate avant-guerre et qui est une espèce de jeunesse de Bataille tumultueuse et mélangée, et puis l'autre ensuite à partir de l'expérience intérieure 1943 qui constitue Bataille comme l'auteur que nous connaissons aujourd'hui. Alors il est très très surprenant de constater quand on lit attentivement que paradoxalement il y a des choses qui ont été travaillées par Bataille extrêmement précocement dans sa vie, avant même qu'il sache lui-même qu'il était un écrivain, et qui ont été reprises inlassablement jusqu'à ses études les plus célèbres de lui, que sont par exemple la part maudite ou l'érotisme de l'immédiate après-guerre. Le motif aztèque de ce point de vue-là est parti d'un article de commande en 1929 pour un catalogue d'une exposition d'art précolombien, et il est parti à la demande de deux amis qui sont Georges-Henri Rivière et l'ethnologue Alfred Métraux, mais qui n'était presque pas un ethnologue à ce moment-là. Et Bataille a assimilé très rapidement quelques connaissances que Métraux lui transmettait du cours de Mauss,
auxquelles il n'assistait pas lui-même, des connaissances qu'il assimilait comme on peut assimiler des connaissances amicalement, c'est-à-dire dans des promenades, des déambulations, rue de Rennes, métro, lui disait voilà ce que Mauss a dit aujourd'hui. Et Bataille a développé ça d'une façon intuitive qui est à la fois surprenante, très très injuste du point de vue scientifique et très éblouissante du point de vue du déchaînement imaginaire de ce qu'il pouvait avoir entendu d'un savoir qu'il n'avait pas reçu lui-même. Il faut aussi être tout de même réservé là-dessus. Bataille était un bibliothécaire et c'était un érudit et c'était un homme qui lisait beaucoup. Donc je ne veux pas dire par là qu'il a exploité 3 ou 4 idées, 2 ou 3 lectures et qu'il en a fait un débordement génial. Mais effectivement, il n'était pas un homme de terrain, il n'était pas un spécialiste, il n'avait aucune raison particulière de s'intéresser à la civilisation aztèque. Et pourtant, à partir de la rencontre avec Métro, à partir de la demande de Rivière, eh bien, il a fait 4 ou 5 feuillets sous le titre L'Amérique disparue en 1929, dont on poursuit la continuité d'exploration dans la notion de dépense, dans sa théorie de l'hétérologie, dans son comportement politique d'avant-guerre, je dirais, et puis alors dans les grandes entreprises d'après-guerre que sont la part maudite ou l'érotisme. Alors une chose m'a frappé, c'est la lecture de Sahagún. Je crois, si j'ai bonne mémoire, que la traduction française date de 1938, donc nous sommes à une période postérieure à celle dont vous parlez. Enfin, il me semble que Sahagún, c'est un texte tout à fait magnifique et important. Et est-ce que vous savez comment Bataille en a eu connaissance? Alors, la réponse est immédiate, c'est que c'est par Métro qu'il a eu connaissance de Sahagún. Et la question de la traduction, vous ne me surprenez pas, mais je pense que Bataille, qui a fait l'effort pour d'autres préoccupations de sa vie, d'apprendre des langues orientales, de se mêler de savoirs linguistiques très très extérieurs à ses propres pratiques, ne devait pas avoir du tout de difficulté à lire l'espagnol. Il a séjourné en Espagne en 1921, je crois, 22, pardon. C'est à cette occasion-là qu'il a rencontré d'ailleurs Métro en lui racontant son expérience d'hispanophile travaillant en Andalousie. Et donc, je pense qu'il a pu avoir très facilement accès au texte de Sahagún directement. Aux environs de la Pâque de Résurrection, on procédait à l'immolation d'un homme jeune et d'une beauté irréprochable. Il était choisi entre les captifs 1 an plus tôt. Dès lors, il vivait comme un grand seigneur. Il parcourait la ville portant des fleurs à la main au milieu des gens qui lui tenaient compagnie. Il saluait gracieusement toutes les personnes qu'il rencontrait, et de leur côté, celles-ci, qui le prenaient pour l'image de Tezcatlipoca, l'un des plus grands dieux, se mettaient à genoux devant lui et l'adoraient. De temps à autre, on l'apercevait dans le temple, en haut de la pyramide, Cuauhtémoc. Il y jouait de la flûte, soit de jour, soit de nuit, quand il lui plaisait de s'y rendre, et après avoir joué, il encensait vers les autres parties du monde, puis retournait à son logis. Il n'était pas de soin qu'on ne prît pour l'élégance et la distinction princière de sa vie. On lui donnait à boire de l'eau salée s'il engraissait, pour qu'il gardât ses dimensions fluettes. 20 jours avant la fête du sacrifice, on donnait à ce jeune homme 4 jeunes filles bien faites, avec lesquelles il avait des entretiens charnels pendant ces 20 jours. Ces 4 jeunes filles qu'on lui destinait étaient aussi délicatement élevées dans ce but. On leur donnait les noms de 4 déesses. 5 jours avant la fête où la victime devait être sacrifiée, on lui rendait les honneurs d'un dieu. Le roi restait dans son palais, tandis que la cour suivait le jeune homme. On lui faisait des fêtes dans des endroits frais et agréables. Le jour de sa mort étant venu, on le conduisait à un oratoire appelé Tlacochcalco. Mais avant qu'il y arrivât, étant parvenu à un point nommé Tlapitzanayan, ses femmes s'écartaient de lui et l'abandonnaient. Quand il arrivait au lieu où l'on devait lui donner la mort, il montait lui-même les degrés du temple, et à chacun d'eux, il brisait l'une des flûtes qui lui avaient servi à faire de la musique pendant toute l'année. Quand il arrivait au sommet, les prêtres qui s'étaient préparés à lui donner la mort s'emparaient de lui, le jetaient sur le billot de pierre, et tandis qu'on le tenait couché sur le dos, bien assuré par les pieds, les mains et la tête, celui qui tenait le couteau d'obsidienne le lui enfonçait d'un coup dans la poitrine, et après l'avoir retiré, il introduisait la main dans l'ouverture que le couteau venait de faire et lui arrachait le cœur
qu'il offrait immédiatement au soleil. La part maudite, Georges d'intuition géniale et de faiblesse aussi sur le plan scientifique, malgré le relatif sérieux de cette documentation dont vous parliez tout à l'heure. Oui, oui, ça c'est un des aspects qu'il est difficile d'apprécier chez Bataille, parce que si on se place, étant entendu qu'on peut considérer que c'est un auteur qui n'est pas encore reconnu comme les grands auteurs du XXe siècle, hein. Je pense à des gens comme Sartre, par exemple. Alors, si on se place dans une position un tout petit peu paranoïaque de défense et illustration à tout prix de Georges Bataille, on a envie de dire, mais enfin, il savait tout et il en faisait le meilleur usage. Et non, ça n'est pas le cas. Ce qui est plus intéressant de savoir, il faut le dire comme s'il était le grand auteur qu'il sera reconnu pour tel bientôt, il faut dire très clairement que, à partir de connaissances relativement modestes d'une certaine façon, il arrive à produire une analyse qui pouvait laisser légèrement pantois des hommes de science, des hommes de terrain, tant sur l'ethnologie que sur l'économie, par exemple. Enfin, ça, il y a quelque chose de très surprenant là-dedans, qui me paraît toujours lié à cette qualité que Bataille a eue d'avoir un très bon lecteur. J'ai fait allusion aux lectures de type historique, hein, face à Agun, etc. Mais ce qu'il faut voir aussi dans l'appréciation de la civilisation aztèque qu'il fait, c'est que cette appréciation, il l'a fait, et il le signale dès le premier paragraphe, à l'emblème de Sade. Et c'est quelqu'un, Bataille, qui fait fructifier, qui fait produire toutes ces lectures au même moment. Et cela, ça permet un déchaînement intellectuel très, très puissant, très fort. Ça, c'est une chose. Autre chose, si on suit l'activité amicale de Bataille au sens le plus fort, le plus noble du terme, de 1924, je dis 24 parce que c'est la rencontre avec Michel Léris, de 1921, c'est la rencontre avec Alfred Métro, jusqu'à 1962, date de sa mort. Il s'est entouré avec précaution et affection toute sa vie de gens qui étaient d'une qualité scientifique extraordinaire et à qui il empruntait amicalement tout ce qu'il pouvait emprunter. Il y avait une fonction d'échange chez lui, une fonction de savoir recevoir et de savoir rendre. Il y a quelque chose de l'ordre du potlatch dans son activité intellectuelle, oui, c'est certain. Pouvez-vous nous donner, pour bien préciser les choses, un exemple d'une part d'intuition tout à fait géniale et dont les ethnologues plus tard vont bénéficier, et un exemple inverse, c'est-à-dire un exemple parfois de choses qu'écrit Bataille et qui vraiment, alors là, ne passent pas, si vous voulez. Oui, alors par exemple, on lui a demandé un article en 1929 sur les Aztèques. Et spontanément, mais ça c'est une attitude intellectuelle qu'on reconnaît bien, il s'éprend intellectuellement, avec la dimension amoureuse qu'il peut y avoir, il sait prendre du sujet aztèque. Hein. Je ne dis pas qu'il sait prendre la forme de civilisation ou de je ne sais quoi, je dis qu'il sait prendre du sujet qu'on lui a proposé. Du coup, ça l'oblige à se distinguer de modes de civilisation relativement proches, comme par exemple les Incas ou les Mayas, et il est obligé d'introduire des différences accusées entre les Aztèques dont il veut porter le sens de la dilapidation, du génie euphorique de la mort au pinacle, il est obligé de les opposer à des modes de civilisation dont il n'a même pas regardé ce qu'elles pouvaient avoir de spécifique. Et en 3-4 phrases, les autres sont expédiés un peu sommairement. Et ils sont expédiés au nom d'ailleurs d'un critère de pensée chez Bataille qui a toujours été très fort, comme quoi par exemple l'architecture et les modèles puissants de l'architecture, la construction a toujours été quelque chose d'oppressif, de limitatif, d'étouffant pour les peuples, etc. Alors il dit mais les Mayas, les Incas, ils ne nous intéressent pas parce que qu'est-ce qu'on voit là-dedans, des pyramides, etc. Or, chez les Aztèques on pourrait en trouver autant, mais
brutalement, ce qu'ils cherchent chez les Aztèques, c'est ce côté aérien de leur civilisation, ce côté floral, le côté délicieux. Alors ça, c'est une nouveauté. J'enchaîne sur la deuxième partie de votre question. À ce moment-là, en 1929, et longtemps après, je ne suis pas ethnologue, je ne me fie qu'à ce que j'ai pu me faire confirmer de mes propres lectures par des hommes de métier. Longtemps après, les ethnologues ou les écrivains ou les penseurs de la civilisation aztèque n'avaient pas aperçu totalement que, bien sûr, il y avait chez les Aztèques une dimension sanguinaire, solaire, extrêmement douloureuse et très difficile à apprécier, mais qu'en même temps, il y avait quelque chose de l'ordre de la jubilation, du bonheur et de la douceur de vivre qui n'est pensable que dans une pensée parfaitement paradoxale de la civilisation. Ils sont allés, dit Bataille, à la mort avec une espèce de jubilation incontrôlée, et ils se sont avancés vers la fin d'eux-mêmes comme s'ils avaient compris à ce moment-là qu'ils étaient arrivés au bout de leur propre civilisation en riant. Et cela, si vous lisez aujourd'hui tout ce qui essaie de se dire sur les Aztèques vu donc dans les années 80, avec tout le travail ethnographique qui s'est continué et qui est maintenant infiniment plus puissant que ce qu'un Bataille peut en dire, mais on constate des coïncidences de résultats entre les meilleurs chercheurs et ce que, oui, par une espèce de finesse intuitive, Bataille posait et qui n'était pas vu du tout à l'époque. Mais il y a des détails plus techniques, disait Métro, que Bataille avait vu en 1929 et que les ethnologues n'avaient pas aperçu à ce moment-là, sur par exemple le rôle des marchands dans la civilisation aztèque, avec un certain nombre de comportements par rapport à l'échange pardon, au sacrifice, au potlatch, etc. Avec ceux qui devaient mourir, les Aztèques observaient une conduite singulière. Ils traitaient humainement ces prisonniers, leur donnant la nourriture et la boisson qu'ils demandaient. D'un guerrier qui ramenait un captif de la guerre, puis l'offrait en sacrifice, on disait qu'il avait tenu pour fils, tandis que celui-ci le tenait pour son père. Les victimes dansaient et chantaient avec ceux qui les menaient mourir. On désirait souvent adoucir leur angoisse. Une femme incarnant la mère des dieux était consolée par les guérisseuses et les accoucheuses qui lui disaient « Ne vous chagrinez pas, bel ami. Vous passerez cette nuit avec le roi. Réjouissez-vous donc. » On ne lui faisait point comprendre qu'on devait la tuer parce que sa mort devait être pour elle soudaine et inattendue. Les condamnés d'ordinaire n'ignoraient rien de leur sort et devaient de force veiller la dernière nuit, chantant et dansant. Il arrivait qu'on les enivre, ou que pour chasser l'idée de la mort prochaine, on leur donne une fille de joie. Cette dure attente de la mort était inégalement supportée par les victimes. Des esclaves qui devaient mourir pendant l'une des fêtes de novembre, on nous dit qu'ils se rendaient chez leur maître pour prendre congé d'eux, précédés par un homme qui portait une écuelle pleine d'encre. Ils chantaient à tue-tête, à s'en briser la poitrine, et en arrivant aux maisons de leur patron, ils trempaient leurs mains dans l'écuelle et venaient ensuite les appliquer au seuil des portes et sur les piliers où restaient leurs empreintes. Ils allaient faire la même opération dans les maisons de leurs parents. Quelques-uns d'entre eux qui étaient gens de cœur avaient la force de manger, mais d'autres, pensant à la mort qu'ils allaient bientôt endurer, ne se sentaient pas le courage d'avaler. Une esclave qui représentait la déesse Ilamat Tecuhtli était tout entière habillée de blanc, parée de plumes blanches et noires, le visage peint, à moitié noir, à moitié jaune. Avant de tuer cette femme, on la faisait danser au son des instruments joués par les vieillards, se mêlant à la musique des chanteurs. Elle dansait en pleurant, soupirant, opprimée par les angoisses, à la pensée de la mort qui était proche. La part maudite, Georges Bataille.
Dominique Lecoq, une des expériences essentielles de Georges Bataille se déroule dans le cadre de la revue Documents. Et c'est une revue qui, comme beaucoup des revues de ce genre, a eu une naissance et une existence difficiles. Alors je crois que ça mérite de revenir précisément sur cette histoire de la revue Documents. Parce que je crois qu'elle est tout à fait centrale dans l'itinéraire de Bataille et surtout centrale pour l'histoire des idées de cette époque. Georges Bataille avait connu, sans doute au cabinet des médailles auquel il était attaché, Pierre Despézèle. Et il avait collaboré avec lui à une revue d'art et d'archéologie qui s'appelait Aréthuse. C'est les premiers textes que nous possédons de lui, si on accepte la cathédrale de Reims. Cette revue était financée d'ailleurs par une maison de médailles, de fabrication et de vente de médailles. Ensuite, il a collaboré à une autre revue qui appartenait à M. Georges Wildenstein, les Cahiers de la République des Lettres, des Sciences et des Arts, et qui était aussi dirigée par Pierre Despézèle. Et c'est dans cette revue qu'il a donné son fameux texte sur l'Amérique disparue, et qui est tout à fait caractéristique, encore une fois, de la démarche littéraire et scientifique qu'il tient tout à la fois, puisque sur le conseil de métro, il lit un certain nombre de textes très précis, et en même temps, il rêve sur les collections d'objets. Il écrit cet article qui est tout à fait surprenant, puisqu'on retrouve en gros toutes les idées, le sacrifice, les mythes, etc., que l'on retrouvera développés dans l'œuvre de Bataille. En 1928, il rencontre Georges-Henri Rivière, qui était lié avec Georges Wildenstein, et il propose avec Pierre Despézèle à Georges Wildenstein, d'éditer une revue qui présenterait des faits tout à fait étonnants, quelque chose qui serait assez nouveau par rapport aux publications qui étaient la monnaie courante de M. Wildenstein, puisqu'il dirigeait la Gazette des Beaux-Arts, qui existe toujours, et qui était évidemment très, très classique, avec un public très particulier. Et Georges Wildenstein était soucieux de s'ouvrir à l'art moderne. Donc ça lui a paru une occasion excellente. Et il a donc donné son feu vert et les moyens pour créer cette revue. Alors c'est sans doute une des revues les plus hétéroclites qui soit, puisqu'on y trouvait des autorités scientifiques, artistiques de l'époque, le docteur Contenot, Paul Pelliot, le critique d'art Joseph Djigowski, Paul Rivet du musée du Trocadéro. Des gens qui sont inclassables et qu'il faudra bien classer un jour si on veut tomber dans cette manie, Karl Einstein, personnage extraordinaire et à mon sens qui a été déterminant tout autant que Bataille sur le devenir de cette revue. C'était un de ces écrivains allemands qui avait commencé comme littérateur et puis qui petit à petit, pour des raisons philosophiques et politiques, s'était détourné de la littérature pour venir à la critique d'art et pour continuer après la critique d'art dans l'engagement politique. C'est-à-dire qu'il est venu à Paris en 1928. Il n'est pas retourné en Allemagne, bien entendu, après l'avènement de Hitler au pouvoir. Et il a continué sa carrière après la disparition de la revue Documents en Espagne, où il a combattu dans le mouvement anarchiste. Il est revenu en France, a été arrêté par les autorités françaises comme allemand, et il fait partie de cette génération d'intellectuels allemands qui se sont suicidés en 1940, faute de pouvoir passer en Espagne. Mais c'est un personnage tout à fait étonnant. D'ailleurs, je crois qu'à l'heure actuelle, il existe à Berlin un Karl Einstein Institute, c'est-à-dire qu'il est considéré tout à fait comme un écrivain et critique d'art tout à fait important. Et Karl Einstein n'écrivait pas le français. Il écrivait ses articles en allemand. Ce sont des articles remarquables d'un humour et d'une férocité tout à fait étonnante, en particulier certains qui s'en prenaient Anatole France. C'était un peu la tradition des surréalistes, même si c'était des gens qui... Turc, oui, c'est la tête de turc facile. Mais ce que personne pratiquement ne sait, ça n'a pas été dit, c'est que ces articles qui sont d'une qualité tout à fait étonnante, et je dois dire que j'ai été ébloui par ces textes, j'ai appris par Michel Leiris que c'est Leiris lui-même et Bataille qui en assuraient la rédaction finale. C'est-à-dire que la traduction était faite au mot à mot par une secrétaire, et c'était nos deux écrivains, suivant les besoins, qui terminaient le texte. C'est donc des choses tout à fait intéressantes. Et puis, petit à petit, autour de Bataille est venu s'agréger ce que, pour prendre une expression actuelle, je dirais les déçus du surréalisme, ou les dissidents, si vous préférez, du surréalisme. Alors, bien sûr, Leiris, Desnos, Vitrac, Jacques Baron, et puis un homme qui jouera un rôle important, Jacques-André Boiffard, qui était photographe. Mais je crois que l'idée qui a été présentée à un moment
que finalement, à l'intérieur de cette revue, il y avait une sorte... C'est Michel Leiris qui a initié cette idée, et je crois qu'elle est à la fois juste et en même temps sans doute un peu trop tranchée. Il a initié cette idée qu'il y avait quelque chose d'impossible parce qu'il y avait d'un côté le savoir, je dirais, académique, et de l'autre côté, un savoir qui était plutôt un intérêt au non-savoir, hein, un peu à la mode nietzschéenne. Bon. Mais je crois que c'est un petit peu radicaliser les choses. Parce que c'est vrai, par exemple, qu'un homme comme Paul Rivet, qui était à la fois un homme installé, reconnu, participait un petit peu des deux. Georges-Henri Rivière également. Je veux dire que les choses n'étaient peut-être pas aussi tranchées qu'on a bien voulu le dire. Cela dit, il y avait une dynamique extraordinaire parce que ce qui devenait extrêmement intéressant, c'était dans l'économie de cette revue, c'était la superposition entre des textes qui étaient des textes tout à fait classiques de critique d'art, d'archéologie, d'ethnologie, et en même temps une sorte de subversion littéraire de ces faits, et qui était organisée autour d'un quelques pages qui terminaient chaque livraison sous le titre de dictionnaire ou dictionnaire critique. L'idée avait été donnée par Karl Einstein, mais l'idée c'était un dictionnaire qui serait encyclopédique, un peu dans une tradition tout à fait allemande. Cela dit, Georges Bataille et ses compères vont tout à fait détourner le sens du dictionnaire et vont petit à petit en faire une sorte de rubrique qui met complètement en cause les articles de la science officielle qui sont publiés dans la revue. C'est-à-dire que, je donne un exemple extrêmement simple, il y a un article sur Dieu qui a été écrit par Marcel Jouvendeau, et quand on lit l'article sur l'idéalisme ou même sur le matérialisme qui a été donné dans le dictionnaire critique, la définition, enfin l'ensemble de l'article, la pensée que Marcel Jouvendeau fait passer dans ce texte n'a rigoureusement plus aucun sens. C'est-à-dire que c'est une manière de désamorcer. Alors, il y a bien lutte à l'intérieur de la revue, mais c'est quelque chose de tout à fait étonnant, et je dirais que ça porte plus profondément sur des questions épistémologiques, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on est en train de faire quand on fait de la critique d'art comme ça, parce qu'il y a aussi autre chose qui peut être fait. Et la méthode fait penser un peu à celle de l'encyclopédie, si le but n'est pas le même, parce que je crois que le but n'est pas le même. Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Et il y avait un autre aspect aussi dans cette revue qui permettait une intervention proprement scandaleuse, je vais dire dans le sens étymologique du mot scandale, c'était les photographies. C'était une revue abondamment illustrée, alors avec des photos tout à fait sérieuses, illustratives, qui étaient commentées par les articles. Et Bataille a utilisé beaucoup Jacques-André Boiffard, qui était un des anciens surréalistes. C'était d'ailleurs celui qui a rédigé la préface du premier numéro de la Révolution surréaliste. Et Jacques-André Boiffard restera un ami jusqu'à la fin de sa vie, d'ailleurs, de Bataille, hein, jusqu'en 1961. Et Boiffard faisait des photos à la demande de Bataille, comme il avait fait des photos à la demande d'André Breton pour illustrer Nadja. La plupart des photos de Nadja sont de Jacques-André Boiffard. Mais ces photos sont utilisées d'une manière intéressante, parce qu'elles ne sont pas illustratives du texte, en aucun cas. Je donne un exemple sur l'article « Le gros orteil » que fait paraître Bataille dans cette revue, et c'est un texte tout à fait étonnant, tout à fait surprenant, montrant que fond, l'essentiel de l'humanité réside dans ce gros orteil. C'est un texte fabuleux. Et il y a dans la revue 2 photographies de Jacques-André Boiffard représentant simplement 2 gros orteils. Bien entendu, il est spécifié que tel gros orteil est masculin et que tel autre est féminin. Reconnaître le sexe des orteils, ce n'est pas facile. Et dans une revue intitulée Documents, avec pour sous-titre Beaux-Arts, ethnologie, etc., la photo a fait un scandale extraordinaire. Et le propriétaire a réagi d'une manière extrêmement vigoureuse, et pour la première fois, il a fait remarquer que c'était une revue qui coûtait très cher, qui ne se vendait pas du tout, et qu'il faudrait peut-être envisager sans doute une sanction économique. Mais je crois que, vous voyez, à l'article Gros Orteil ne correspond pas à la photographie du gros orteil. Elle a une autre fonction. Elle a une fonction par rapport à l'ensemble de la revue, qui est une revue essentiellement de beaux-arts. Elle dérange. Elle dérange. Et la même chose, Élie Lothar donnera un reportage sur les abattoirs de la Villette. Évidemment, en 1930, un reportage comme celui-ci, avec les quartiers de viande qui tracent des lignes tout à fait étonnantes dans la graisse et dans le sang, sont stupéfiantes dans une revue d'art.
Et je crois qu'il y a une utilisation, une volonté d'utiliser des formes tout à fait nouvelles d'expression. Et Bataille insistera bien d'ailleurs dans les quelques textes qu'il consacrera à la photographie, qu'il n'aimait pas les photographies qui utilisaient des trucs techniques pour donner une autre apparence. Ce qui l'intéresse, c'est la violence du regard. La photographie qui saisit cette violence du regard. Man Ray, ça ne l'intéressait pas beaucoup. Non, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que Boiffard a souvent été présenté comme un élève de Man Ray. Et pour moi qui ai un peu inventé ces papiers, c'est vraiment une erreur monstrueuse. Boiffard ne doit rien à Man Ray, bien au contraire, il s'en détache. Et je reviens aux abattoirs, c'était déjà dans Huysmans, vous me direz c'était plutôt la tranche de veau, mais enfin, Oui. le problème était un peu le même. Tout à fait, tout à fait. Marie-Claire Dumas, on ne s'attendait pas tellement à trouver Desnos dans la revue Document, enfin peut-être que certains s'y attendaient, mais moi j'avoue que ça m'a surpris. Non, ce n'est pas surprenant. En effet, la revue Document démarre en 1929, quand le groupe surréaliste éclate, explose. Desnos fait partie de ceux qui s'en vont avec les RIS. Et Breton a lui-même marqué dans le second manifeste que tous ceux qui partaient se réunissaient autour de Bataille pour faire un nouveau groupe, c'est le groupe Document. Je dois dire que pour un lecteur habituel des surréalistes, on ne voit pas très bien de rapport entre Desnos et Bataille. On a même un peu, si vous voulez, le sentiment quand même d'une certaine antinomie d'inspiration. Bon, pour prendre un exemple, La fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, même si c'est un texte un peu, bon, disons, qui n'est pas absolument représentatif, mais entre ce qu'écrit Bataille et ça, il y a quand même un monde, si vous voulez. C'est vrai, il y a tout un aspect de Desnos qui est bien selon La fourmi, et que Desnos d'ailleurs inaugure ce type de poésie, il l'inaugure dès le début des années 30 pour les enfants de Lys de Harme et de Paul de Harme. Mais il y a aussi un autre côté qui apparaît de manière violente, et je crois qu'il faut le marquer, justement dans les années 29-30. C'est le moment de la rupture avec le groupe surréaliste. Il faut se souvenir que Desnos écrit à ce moment-là, outre sa participation au cadavre qui piétine Breton de manière violente, ce qu'il a appelé un troisième manifeste du surréalisme qui n'a que quelques pages et qu'il publie dans une revue, le Courrier littéraire de Eugène Merle. Et ce qui est frappant dans ce troisième manifeste, c'est quand même qu'il y a là une proposition de définition du surréalisme qui est antinomique à l'occultation du surréalisme. D'un côté, le surréalisme doit être occulté comme une doctrine pour le petit nombre de gens initiés. C'est une doctrine épurée, etc. À cela, Desnos oppose le surréalisme ouvert à tous. Un surréalisme, je dirais, démocratique, si ce terme avait un sens à côté. Et il définit le surréalisme non pas comme un mouvement qui exalterait une montée, le surréalisme, mais au contraire, le mouvement qui intègre l'individu de manière passionnée, imaginaire quelquefois, mais qui intègre l'individu dans la réalité, qui lui donne prise sur la réalité. Tout se passe donc dans ce troisième manifeste, comme si Desnos faisait déjà la critique du préfixe surréalisme, qui sera faite par Bataille ensuite. Alors, sévérité postérieure de Breton à l'égard de Bataille, mais ça, on ne va pas en parler, pour l'instant du moins. Il y a, dans la revue Document, donc, un texte ou plusieurs textes de Desnos. Il y a 10 textes de Desnos qui se répartissent entre les numéros de documents de la fin de 1929, de septembre à décembre, et du début de 1930 jusqu'au numéro 4. Cela fait 10 textes qui sont des textes soit sur des thèmes comme le mystère d'Abraham juif par exemple, ou l'imagerie moderne, des textes de critique, d'évocation picturale, un texte sur Picasso. Il y a aussi des textes sur le cinéma. Bref, ce sont des textes assez variés. Et en particulier, il démarre par un premier texte de la chronique et du dictionnaire définissant certains termes, le terme deuil. Et la participation de Desnos s'intitule « Image de l'œil ». Oui. Enfin, tout le monde fait le rapport avec ce que Bataille a pu écrire par la suite. Alors, je crois que parmi ces textes, vous en avez sélectionné comme plus significatifs. Les RIS, au témoignage de Georges-Henri Rivière, suggèrent que Desnos écrive sur un des personnages de l'alchimie qui est Abraham juif, dont on n'a entendu parler que par les écrits de Nicolas Flamel. Et en effet, Desnos publie dans Document numéro 5, en octobre 1929, un texte intitulé « Le mystère d'Abraham juif ».
Et Desnos fait en réalité, comme proposé, ce texte avec ces circonstances particulières que l'instigateur ayant été Léris, l'illustrateur sera Bataille, et qui donne à cet article 3 images comme illustration tirées d'un manuscrit du XVIIe siècle qui reproduit les dessins que Flamel aurait lui-même portés sur le cimetière des Innocents en s'inspirant des données du livre d'Abraham Juif. Alors, ce texte m'a particulièrement intéressé, d'abord parce qu'il venait selon cette filière, et puis parce qu'il est nommément désigné dans le second manifeste par André Breton, immédiatement à la première publication du second manifeste, dans la Révolution surréaliste, numéro 12, c'est-à-dire aux alentours du 15 décembre. En effet, André Breton fait remarquer que, probablement au même moment, Desnos et lui ont utilisé le personnage d'Abraham Juif et l'histoire rapportée par Nicolas Flamel dans leur texte, l'un dans le second manifeste et l'autre donc dans son article. Il se pose la question de savoir s'il y a véritablement une rencontre des pensées, indépendamment d'une information qui leur aurait été donnée. Et c'est pourquoi d'ailleurs Georges-Henri Rivière va lever l'hypothèse, enfin plutôt le mystère, en révélant dans le numéro de document de décembre que, en fait, Desnos ne pouvait pas avoir eu une information sur le travail que faisait Breton, ni non plus un court-circuit de pensée, puisque c'était Léris qui était l'instigateur de cet article. Alors de tout cela, je pense qu'on peut tirer peut-être 2 ou 3, sinon conclusions, du moins hypothèses d'interprétation. La première portant sur l'ensemble de ces textes qui se sont croisés en quelque sorte dans le texte de Desnos lui-même. C'est que tous ces textes, à cette époque-là, progressent du point de vue de leur réflexion à travers un système de pensée qui est un système analogique. Par exemple, pour n'en donner qu'un exemple, eh bien, Breton déclare, de même qu'Abraham Juif est connu par Nicolas Flamel, de même Lautréamont et Rimbaud sont connus et développés par les surréalistes et le groupe surréaliste. Cette pensée se retrouve sous une forme plus condensée dans le texte même de Desnos. Lautréamont, c'est l'Abraham Juif, finalement, de la poésie et de sa transmission dans la période contemporaine. Mais des raisonnements analogiques se trouvent aussi chez Léris, et évidemment, ils trouvent leur origine, je dirais, dans la pensée alchimique elle-même, qui résonne fondamentalement par analogie, n'est-ce pas? Le monde humain est analogue du monde naturel et du monde cosmique, etc., du monde extérieur. Alors ça, c'était un premier point, et je trouve que tous ces textes sont d'accord dans leur mode de pensée. Le deuxième point que je pense pouvoir développer est le suivant. Dans la trame de réflexion d'André Breton qui va conduire à cette fameuse assertion, je demande l'occultation véritable, profonde du surréalisme, c'est enfin la formule clé du second manifeste. Le terme d'occultation reste frappant, même si on le trouve tout à fait pertinent. Il faut cacher le surréalisme au profane. Mais ce qui me frappe, c'est que ce terme d'occultation a une relation signifiante à toute une série de termes qui sont venus avant, du style occulte, occultisme et relation évidemment voulue par Breton avec le personnage d'Abraham Juif et celui de Nicolas Flamel. Donc il me semble que l'occultation du surréalisme se fait à l'image de l'occultation du travail alchimique pour les alchimistes qui veulent écarter ceux qu'ils appellent les souffleurs, c'est-à-dire ceux qui font de la chimie, qui soufflent dans leur forge mais qui n'arrivent pas à l'esprit alchimique lui-même. Alors ça, c'est un premier point qui me paraît à marquer, parce qu'au fond, on a pensé que la référence aux livres alchimiques était plus tardive chez les surréalistes. Oui, on la date même presque de l'après-guerre parfois. Oui, c'est cela. C'est cela. Et donc, cela me paraissait devoir être marqué. Et une autre chose, alors, qui est tout de même consacrée à Desnos, qui était mon sujet premier, c'est que dans son article sur le mystère d'Abraham Juif, on voit se produire un double mouvement. Le premier, c'est celui de l'histoire, et qu'il rapporte en fonction et en s'inspirant des textes de Flamel. Et d'autre part, une seconde partie de son texte, qui est évidemment la plus émouvante, celle où il greffe sa propre interprétation de cette histoire alchimique, de la présence de Nicolas Flamel dans le quartier du cimetière des Innocents.
Et il ne faut pas oublier que c'est le quartier de Desnos, de son enfance, puisqu'il a vécu rue Saint-Martin, tout près donc du cimetière des Innocents. Et ce qui me frappe, ce sont deux choses. D'une part, que Desnos n'hésite pas, avec sa hardiesse et son esprit médiumnique peut-être, à affirmer que lui, Robert Desnos, depuis son enfance, vit dans ce quartier, mais non pas tel qu'il est, beaucoup plus tel qu'il est dans la mythologie héritée de Flamel, et par conséquent vit en quelque sorte sur un pied d'égalité avec tous ces personnages du passé. J'ai rencontré Pernelle, Abraham Juif, Nicolas Flamel, Lia Boeuf et quelques autres qui se sont illustrés dans ce quartier. Donc, je dirais que l'esprit de compréhension suggéré par Léris, l'esprit ethnologique, Desnos le pousse paradoxalement à non pas l'abandon de soi véritablement, mais l'insertion de soi, de ce jeu qu'il affirme, dans ce passé dont en retour il affirme la survivance. Nicolas Flamel est toujours vivant. C'est vraiment l'esprit des lieux, si je puis dire. Exactement. C'est l'esprit des lieux et Desnos y a toujours été sensible et restera sensible à l'esprit des lieux, même quand il chante pendant la Résistance, le veilleur du Pont-au-Change. Enfin, c'est encore l'esprit des lieux qui parle. Et puis, d'autre part, ce qui est frappant, c'est qu'il pousse cette évocation du côté poétique. La touche poétique chez lui est toujours présente, même dans un texte en prose, même dans un article, ce qui est encore une forme, disons, de sympathie avec l'objet évoqué, c'est-à-dire la présence de l'alchimie dans ce quartier. Et enfin, je dirais, la touche d'humour reste présente, c'est aussi une dimension fondamentale de sa pensée. En effet, il nous a parlé d'alchimie, de lion noir, lion blanc, lion rouge, lion vert, les étapes de la transformation alchimique. Et ne dit-il pas, imperturbable mais avec un sourire évident, que le matin, quand il se promène à 4 heures du matin, près des Halles, près du square des Innocents, eh bien il voit des monceaux de carottes et de navets, et qu'au fond, il y voit le blanc, le rouge, le vert qui se détachent sur le fond noir de la nuit. Alors, je pense que cet article, qui est riche finalement de beaucoup de possibilités, marque bien cette qualité de poète et d'humour et de tendresse qui est celui de Desnos quand il parle des lieux et quand il parle des êtres. J'ai été frappé quand Bataille a rendu compte d'un certain nombre de livres ethnologiques, ou quand il a fait lui-même un certain nombre de ses travaux, de se garantir en disant je me suis renseigné auprès des meilleurs spécialistes, donc ce que j'écris là, scientifiquement est garanti. Et puis après, il développe sa propre pensée. Mais quand il fait des comptes rendus, par exemple dans la revue Critique, beaucoup plus tard, après-guerre, précisément quand l'ethnologie va prendre cet aspect scientifique, il rencontre par exemple des ouvrages de Claude Lévi-Strauss. Il dira, très simplement, sur le problème de la parenté, Claude Lévi-Strauss a fait un travail extrêmement intéressant. Je vais être obligé de le résumer rapidement parce qu'il faut le comprendre, mais sous-entendu, c'est très ennuyeux. C'est très ennuyeux à lire, c'est pas très intéressant. Les conclusions sont intéressantes, mais le travail lui-même n'est pas très intéressant. Mais tout ce qui concerne l'inceste, mais, pour prendre un autre ouvrage, Triste Tropique, c'est quelque chose de passionnant parce que c'est de la littérature. Alors faut-il en conclure à une, disons, suprématie hiérarchique de la littérature pour lui? Je crois que oui. Je voudrais nuancer les choses parce que j'ai l'impression que moi, c'est ce que m'a appris ce colloque. Donc j'aimerais bien ne pas mettre dans les textes de Bataille ce que moi j'y ai lu d'une certaine manière et que j'y ai compris à travers ce colloque. Mais même l'hommage qu'il rend à Alfred Métro, il dit L'île de Pâques, c'est un des plus grands ouvrages de la littérature française. Pas d'ethnologie. Et c'est vrai que je me prends à penser de manière beaucoup plus large. Si l'on prend l'œuvre de Léris, son travail ethnologique est un travail important. C'est incontestable. Cela dit, ça passe aussi et d'abord par une grande écriture. Jean Jamin, dans ce colloque, nous sommes dans une position un peu ambiguë, dans la mesure où on traite des questions, dans le fond, Bataille, Léris, leur rapport à la littérature, leur rapport à l'ethnologie. On ne sait pas très bien s'il faut séparer les deux, ou si au contraire il faut chercher une espèce de dynamique commune. Alors selon d'ailleurs qu'on se référerait à Bataille ou à Léris, le problème se poserait certainement d'une façon assez différente. En tout cas, il me semble qu'on pourrait peut-être partir des positions de Léris en ce domaine, parce que ça pourrait peut-être clarifier les choses un peu. Oui, alors les positions de Léris, enfin, me semble-t-il, et il l'a expliqué de nombreuses fois, sont tout à fait simples. Elles consistent en ceci. Il a toujours voulu distinguer sa tâche et son métier d'ethnologue, comme il dit, de son métier d'écrivain. Bon, je crois que l'ambiguïté
et qu'on a vu du reste apparaître au cours de ce colloque, c'est de prendre l'Afrique fantôme comme une œuvre ethnologique, ce qu'elle n'est pas, et elle ne s'est jamais donnée comme telle. Je veux dire qu'il s'agit d'un journal de route qui était tenu par lui lors d'une expédition qui s'est appelée la mission Dakar-Djibouti, et il a voulu tenir au jour le jour un journal de route qui est un journal intime, enfin comme d'autres ont tenu des journaux intimes, à propos de cette expédition. Alors la question qu'on peut se poser, c'est la suivante. Est-ce que l'Afrique fantôme est explicative, rend compte de tout le travail ethnologique de Léris? Oui, d'une certaine manière, dans la mesure où il essaye de, à partir de cette expérience qu'il a racontée dans l'Afrique fantôme, il essaye de montrer quelles ont été les conditions de collecte de certaines informations. Bon, cela donc intéresse l'ethnologie. Mais cela dit, quand on voit son œuvre scientifique, je pense notamment à la langue secrète de Dogon Sanga, je pense à la possession et ses aspects théâtraux chez les Éthiopiens de Gondar, je pense aussi à son dernier ouvrage ethnologique, à proprement parler, qui est Afrique noire, la création plastique. Je me demande, et c'est la question que je pose et que j'ai posée, en quoi est-ce que l'Afrique fantôme explique cette œuvre scientifique? De la même manière, on pourrait se demander en quoi est-ce que Triste Tropique, par exemple, de Lévi-Strauss, explique les mythologiques. Bon, bien sûr, Lévi-Strauss essaye de faire, à la différence de Léris, une sorte d'itinéraire intellectuel, d'autobiographie intellectuelle, ce que Léris ne fait pas. C'est une autobiographie, je dirais, au premier degré. Bon. C'est une autobiographie, enfin, bon, entendons-nous, enfin, à propos de l'Afrique fantôme, c'est une autobiographie qui est un journal. Lévi-Strauss ne fait pas de journal. Il recrée quelque chose, il recrée un parcours intellectuel, essentiellement, non pas sensitif. Bon. Alors, est-ce que ce sujet, enfin bon, ça a été la question qui a été posée dans le cadre de ce colloque, est-ce que ce sujet, Léris, Bataille, Lévi-Strauss, explique leur œuvre scientifique? Sans doute. Bon, je ne méconnais pas l'importance, comme diraient les psychanalystes, enfin, de l'histoire individuelle pour expliquer pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à tel ou tel objet. Bien sûr, mais la question que je me pose, c'est toujours celle-là. Je ne vois vraiment pas, ou alors c'est une question qu'il faut poser, je ne pense pas que l'on puisse déduire d'un journal une œuvre scientifique. On peut très bien concevoir les intérêts, on peut très bien concevoir que l'histoire individuelle a des importances, a des significations, a des influences dans la construction de l'objet intellectuel. La construction donc par rapport au terrain, mais ça ne suffit pas. Enfin, tous les terrains peuvent être équivalents. L'essentiel n'est pas le terrain, me semble-t-il, c'est la construction de l'objet intellectuel. C'est-à-dire que l'objet empirique, finalement, bon, on peut passer complètement inaperçu. On peut très bien travailler sur les sociétés de chasseurs en France, tout en étant opposé à la façon dont ça se passe, mais tout en prenant ça comme un objet intellectuel. C'est-à-dire savoir, mais à partir de ces sociétés de chasseurs, bon, ben, comment ça marche au niveau communal, au niveau électoral. Bon. Alors, moi, je veux bien qu'on réintroduise la subjectivité de l'ethnologue. Après tout, c'est intéressant. Mais alors, comment la restituer? Si on en fait quelque chose qui est comme ça un matériau brut, eh bien, on a des journaux, souvent, insipides, sans intérêt, qui sont mal écrits, il faut bien dire. Enfin, ce sont, comme on dit, des matériaux bruts. Ou bien on fait comme on essayait de le faire Ballandier, Condominas, Lévi-Strauss et Léris. On essaye de faire œuvre poétique. Et là, qu'est-ce qu'on traite? Ça n'est pas du tout de l'ethnologie, c'est un rapport de soi au monde qu'on essaye d'élucider. Donc c'est un projet poétique au départ. Et moi, ce qui me semble intéressant, c'est la confusion intellectuelle faite à l'heure actuelle entre ce fameux journal de Malinowski dont on nous rebat les oreilles depuis 10, 20 ans même. Et qui va paraître, justement, en France. Bon, qui, en principe, devrait paraître. Bon, et on l'attend, si je puis dire. Les États-Unis sont déjà au courant depuis très longtemps de ce journal, qui sont des chutes, si je puis dire, de terrain. Bon, l'intérêt, l'ayant lu en anglais, bon, sera tout de suite... Bon, je veux dire que ça n'est pas un intérêt fabuleux. Simplement, c'est qu'on verra que l'ethnologue qui se présentait comme quelqu'un qui voulait, au contraire, insister sur la valeur, sur l'importance, sur la façon dont ces gens-là vivaient leur société, eh bien, on verra que l'ethnologue les traite parfois avec une méchanceté, du reste, tout à fait légitime. Quand on sait les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'enquête de Malinowski, bon, on se rendra compte, effectivement, que ces gens-là, il en avait marre, parfois, bon,
tout ethnologue fait cette expérience à la fois de cette tentation de la limite et cette rétractation qu'il a par rapport à ce désir d'ensauvagement. Oui, voir certaines pages de l'Afrique fantôme où Léris peste contre son informateur qui n'est pas là pour la énième fois. Oui, bien sûr. Bon, mais ça, je veux dire que chacun d'entre nous le fait. Bon, quel intérêt cela peut-il avoir, me semble-t-il, pour la discipline? Bon, ça a à voir dans un rapport qui est, je dirais, d'élucidation du rapport de soi au monde, de soi à l'autre. Et là, c'est un projet poétique, c'est pas un projet anthropologique. Ou alors, mettons anthropologique au sens large. À ce moment-là, si vous voulez, moi, je veux bien faire rentrer Rimbaud dans ce projet anthropologique, je veux bien faire rentrer aussi Proust dans ce projet anthropologique. Mais il s'agit de tout à fait autre chose. Je veux dire qu'on est là dans une perspective littéraire. L'animation croissait d'instant en instant. Sur le balcon de la mairie, le garde urbain Képhas se préparait à donner le signal du début de la fête. À 12:01, l'énervement devint testable. On allait et venait, chacun choisissant la place de son goût. Au premier coup de midi sonné par l'horloge municipale, Képhas se mit à souffler dans un ballon de baudruche rouge qui, de plate chiquette qu'il était, se transforma peu à peu en passant par diverses formes bizarres en une sorte de dirigeable qui, se gonflant, s'érigea vers le ciel. Képhas soufflait avec ampleur, les joues pleines, les yeux sanguinolents, un front d'huître malade. Le 5e coup de midi sonné, le ballon finit par atteindre une dimension monstrueuse et les gens gardaient un silence absolu. Au 12e coup, midi tombe dans l'abîme du passé. Le ballon éclate, la fête commence. Zostril lève sa canne de golf et d'un coup puissant, unique et vigoureux, écrase pour le moins 203 assiettes. De toutes parts, le tapage éclate verticalement, atteignant en quelques secondes son summum d'intensité. Propriétaires et visiteurs se précipitent en hurlant sur la faïence et la porcelaine. Les uns brisent les saladiers à coups de pied, d'autres, s'emparant d'une large soupière, la lancent dans un lot de compotiers et le tout s'effrite avec grand vacarme. Les saucières et les beurriers valsent en l'air et s'écrasent à terre avec fracas. Se spécialisant dans la destruction des soucoupes, des connaisseurs se les cassent méthodiquement sur le crâne. Certains jonglent, puis abandonnent tout à coup la pratique de leur adresse. Les assiettes semblent un moment s'immobiliser en l'air, puis piquent du nez et se fracassent sur le sol. D'autres s'assoient brutalement dans de grands plats ovales, pour les meurtrir. Un fantaisiste s'emprisonne la tête dans un sucrier et se délivre d'un coup de cafetière. Le buzoqueux piétine sa collection en beuglant. Manuel concasse à coups de talons les rébus de Choumac. Sous les pieds ardents de Robert, les tasses à thé de Machut depuis longtemps ne sont plus que poudre. Au fracas et au hurlement se mêlent des cris aigus. À cette exaltation vient se joindre enfin le tac-tac d'une mitraillette. Nabonide descendait lui-même sa vaisselle. Il balayait de son tir les 65 750 objets en porcelaine, sans compter les coquetiers, qu'il avait charriés jusque-là. Et les beurriers sautaient, et les saucières pétaient, et les raviers éclataient, et les piles d'assiettes voltigeaient. De seconde en seconde, augmentait le tas de leurs débris. En moins de 10 minutes, il ne restait plus un seul objet de faïence ou de porcelaine qui ne fût en pièces. Peu à peu, propriétaires et visiteurs cessèrent de mugir. Quelques convaincus recherchaient les assiettes qui avaient pu échapper à la destruction pour les briser. On n'entendait plus que le crépitement de la mitraillette s'acharnant sur le monceau des morceaux. Les fragments s'émiettaient, les miettes se pulvérisaient. Un nuage de poussière s'élevait vers le ciel. Puis, le tir cessa. La fête était terminée, la place entière recouverte d'une couche de débris épaisse pour le moins de 10 cm. Il n'y avait eu que 5 blessés. 2 par Nabomide avec son arme à feu, 1 par Zostril qui, balançant un coup de canne dans ses assiettes, avait fendu le crâne d'un touriste imprudent. Les 2 autres s'étaient entamés les yeux avec des bouts de faïence. Raymond Queneau, La Saint-Glinglin. Est-ce que d'autres écrivains qui ont appartenu aussi à
un document plus ou moins, qui ont été les amis de Bataille, ont senti un peu les mêmes choses. Je pense à Queneau. Oui, vous avez raison de signaler Queneau, parce que c'est évident que dans le cycle de Saint-Glinglin, il y a une utilisation de l'ethnographie, et d'ailleurs il y a une communication qui a été présentée sur ce thème. Mais c'est vrai que lorsque l'on regarde l'ensemble des écrivains de cette époque, on s'aperçoit que les plus grands se sont frottés à l'ethnologie. Je pense à Anton Artaud avec les Tarahumara et aussi avec le théâtre baliné, enfin, ce qui est d'une certaine manière un travail ethnologique, dès 1931. C'est-à-dire que ça me paraît tout à fait indissociable d'une certaine expérience qui était, à mon avis, dans ces années 30, une façon de sortir de cette rationalité occidentale qui était vraiment la question, qui était posée à la fois par la situation de la société dans son ensemble, dans la crise économique qu'elle connaissait, mais également, je pense, par l'ouverture tout à fait fabuleuse, dans le sens littéral du terme, qu'ouvrait la découverte de l'inconscient freudien. Moi, je crois que tout ça s'est mêlé. Parce que c'est quand même tout à fait frappant de voir que des gens comme Griaule, comme Bataille, se sont retrouvés par la suite, par exemple dans la société d'ethnographie qui avait été faite pour étudier d'une certaine manière psychologique, psychanalytique, certains phénomènes. Et dans cette société se retrouvait le docteur Borel qui a été l'analyste de Bataille, mais l'analyste de Queneau et l'analyste de Léris. Allende aussi, je crois. Le docteur Allende, bien sûr. Et quand, à l'issue de ce travail de la société d'ethnographie, Bataille va créer la société de psychologie collective, eh bien, on retrouvera la plupart de ces personnes qui seront dans le comité d'organisation. Bon, la société ne fonctionnera pas très bien, mais il y avait une intention qui était déjà dès ces années 36-37 de lier la connaissance ethnographique avec la connaissance de l'inconscient. Et c'est tout à fait étonnant quand on connaît son œuvre qu'un homme comme Griaule ait été mêlé à cette affaire. Je veux dire que c'est un réel problème. Et c'est vrai que ce problème était tellement incontournable que Claude Lévi-Strauss, d'une certaine manière, y répondra sans aller dans la démarche jusqu'au bout. Et l'œuvre de quelqu'un comme Georges Devreux à l'heure actuelle, manifestement, procède d'une démarche identique et parallèle. Vous savez, Bataille a été soumis à un double reproche de la part de Breton et de Sartre dans ces années-là, en 1929 précisément par Breton, par Sartre en 1943, comme quoi il n'était qu'un assis de bibliothèque, avec le côté méprisant que ça pouvait avoir. Ben oui, on peut être un assis de bibliothèque et avoir un sacré talent de lecteur. Alors ça, c'est une chose. La deuxième chose, je n'y reviens pas, c'est la rencontre amicale, la dimension affective de la rencontre, l'écoute portée aux amis. Et la troisième chose, c'est une expérience de l'écriture qui n'est ni celle de l'écriture scientifique, parce qu'elle est toujours beaucoup plus brimée que cela, ni celle de l'écriture commandée, et qui est l'écriture à ouverture poétique, au sens où Bataille disait que, bien sûr, Triste Tropique, par exemple, de Lévi-Strauss, il a écrit ça après-guerre, c'est un beau livre documentaire, mais c'est surtout un très grand livre d'écrivain. Chez lui aussi, il y avait cette activité d'écrivain au sens propre qui permettait d'ouvrir toutes les circulations possibles à ce carrefour d'influence. Alors, il y a un tout dernier détail qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est que la rencontre avec Métro a été faite sous le signe de l'amitié, sous le signe également de la reconnaissance intellectuelle. Ils étaient tous les deux élèves de l'école des Chartes, et sous le signe de ce que Métro appelle une surprenante ressemblance physique. Donc là, il y a quelque chose de mystérieux, de très affectif, de très pulsionnel. Et en tout cas, leur première conversation, ça n'est ni sur l'ethnologie, ni sur l'histoire, ni sur les chartes, ni sur la monnaie, c'est sur l'Espagne. Métro a séjourné en Espagne, Bataille a séjourné plusieurs mois en Espagne en 1922, et une année avant également. Et quand Bataille raconte à Métro des soirées très inattendues qu'il a vécues sous le signe du canteondo, de flamenco, etc. Métro racontait 50 ans après qu'il en avait le souvenir si cuisant qu'il avait l'impression d'avoir assisté lui-même à ce type de soirée. Et puis on sait très bien aussi que Bataille à ce moment-là, comme Michel Léris plus tard, comme ces hommes-là de cette génération, a été à Séville un passionné de tauromachie, et il a vu
Granero, ce torero prestigieux de l'époque, se faire encorner, corne dans l'orbite oculaire, dramatiquement mort en arène en 1922. Il a vu d'autres toreros se faire prendre à ce moment-là, car il y avait une surenchère à Séville de jeunes toreros qui essayaient de faire oublier la figure prestigieuse de Joselito qui venait de mourir, et qui, à la demande du public, se livrait à une surenchère parfaitement meurtrière. Bataille a vu la mort de Granero en mai 1922, et 5 jours après, un autre torero est mort dans des circonstances absolument abominables, en hurlant dans l'arène, voilà, il m'a eu, en parlant du taureau, vous avez ce que vous vouliez. Je crois que c'est même pas une métaphore exagérée, je crois que quelqu'un qui a la sensibilité suffisamment excité de Bataille pour écrire l'histoire de l'œil à partir de ces événements-là, puisque c'est ce qu'il fera, n'a pas pu être insensible à tout ce qui se déployait solairement à Séville, de sacrifices, de mise en jeu jusqu'à la mort, d'excès dilapidatoires, et puis de surenchère jusqu'à la cruauté finie, enfin de sadisme à la fois au sens vulgaire du terme et puis au sens philosophique du terme. Le 7 mai 1922, les toreros La Rosa, La Landa et Granero devaient combattre dans les arènes de Madrid, les 2 derniers étant considérés en Espagne comme les meilleurs matadors et en général Granero comme supérieur à La Landa. Il venait tout juste d'avoir 20 ans. Toutefois, il était déjà extrêmement populaire, étant d'ailleurs beau, grand et d'une simplicité encore enfantine. Ce qui caractérisait Granero parmi les autres matadors, c'est qu'il n'avait pas du tout l'air d'un garçon bouché, mais d'un prince charmant très viril et aussi parfaitement élancé. Le costume de matador, à ce point de vue, est expressif, parce qu'il sauvegarde la ligne droite toujours érigée très raide et comme un jaillissement chaque fois que le taureau bondit à côté du corps, et parce qu'il adhère étroitement au cul. Une étoffe d'un rouge vif et une épée brillante, en face d'un taureau qui agonise et dont le pelage est fumant à cause de la sueur et du sang, achève d'accomplir la métamorphose et de dégager le caractère le plus captivant du jeu. Il faut tenir compte aussi du ciel torride particulier à l'Espagne, qui n'est pas du tout coloré et dur comme on l'imagine. Il n'est que parfaitement solaire, avec une luminosité éclatante, mais molle, chaude et trouble. Parfois même irréelle, à force de suggérer la liberté des sens par l'intensité de la lumière liée à celle de la chaleur. On a souvent dit que le travail du collège de sociologie était destiné en partie ou en principe à fournir des armes contre le fascisme, le nazisme, enfin disons contre les totalitarismes. Alors y a-t-il effectivement une pensée politique du collège de Bataille? Ce qu'il faut voir pour éclairer les choses, c'est que, bon, d'une part, il n'y a pas d'homogénéité. D'autre part, le terrain d'analyse, le terrain d'investigation et de recherche que se propose le collège de sociologie est un terrain atypique par rapport à l'époque. Tous les gens qui se retrouvent là-dedans sont plutôt des activistes que des militants, sont plutôt des agitateurs que des hommes d'action. Enfin, je fais des nuances, mais qui sont importantes. Ce sont quand même des gens qui ont participé au groupe Contre-Attaque, qui ont participé avant à la critique sociale pour certains d'entre eux de Boris Souvarine, qui ont participé à l'entreprise surréaliste. Tout ça aussi remonte à une longue histoire. Et c'est une histoire de l'ultra-gauche en France avant la guerre. Le collège de sociologie, de ce point de vue-là, reprend les choses en question d'une façon qui a été jugée ambiguë pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une façon de la reprendre qui est constamment critique, y compris des formes de gauche institutionnelle de l'époque, et donc cela ne va pas sans casse. Ils sont anti-munichois, par exemple? Alors, par exemple, ils sont très nettement anti-munichois, mais je crois que 3 jours après les accords de Munich, ou 5 jours, en fait, dans un délai très bref, le collège de sociologie sort une note. C'est même un de ses actes de décès. Enfin, il continuera de mourir lentement, mais il sort une note qui est d'une violence sur les accords de Munich, disant qu'il ne faut absolument pas accepter cela et que la lutte contre le fascisme et le totalitarisme doit se perpétuer avec des hommes qui se mettront debout. Enfin, il y a toute une espèce de lyrisme de la rue aussi qui vient de Contre-Attaque et qui est très fort. En même temps, par exemple, on trouve Acéphale, qui a publié les notes liminaires du collège de sociologie, qui publie également un article de Bataille sur l'utilisation
de Nietzsche par la pensée du Troisième Reich. Et ça s'intitule Nietzsche et les fascistes, et c'est très cinglant pour dire il y a une utilisation détournée, abusive, consternante de la pensée de Nietzsche par son entourage et par les dirigeants politiques du Reich. Et nous, lecteurs de Nietzsche, mais tout le monde sait comment Nietzsche a été difficilement lu en France, longtemps après-guerre, à cause de la pensée allemande, au fond, qu'il représentait. Eh bien, nous, lecteurs de Nietzsche, dit Bataille dans cet article, nous élevons férocement contre cette utilisation abusive de Nietzsche. Alors, je crois que sur l'activité du collège, si on la prend dans ce sens-là, elle est tout à fait nette. Simultanément, il se trouve que le collège, par son activité déplacée, décalée, désaxée, cherchant à décentrer tous les lieux de savoir, cherchant à mettre en critique tous les lieux de critique, cherchant une mise en crise généralisée de la société, c'était son projet. Bon, ils étaient bien peu nombreux et bien peu écoutés pour le faire, mais enfin c'était leur projet, admettons-le. Eh bien, il se trouve que, évidemment, ils sont allés chercher, puiser aux sources les plus contestables quelquefois, c'est-à-dire recherche du sacré, recherche du mythe, qu'est-ce qu'on peut faire du secret? Je dis bien secret par rapport à sacré. Tout ça concurremment à Acéphale qui se développait. Comment développer une énergie communautaire devant la puissance totalitaire qui s'est levée? Et alors, beaucoup de lecteurs ont dit, mais enfin attention, ça, ce sont des composantes qui appartenaient aussi bien à l'idéologie fasciste, et qu'est-ce qu'ils font? Ils les reprennent d'une autre façon. Les choses ne sont pas si simples. Je crois que le collège de sociologie, qui comportait dans ses rangs des gens qui avaient été extrêmement précocement préoccupés par le fascisme. Bataille en 1934 dit aujourd'hui, je vais écrire un essai sur le fascisme en France. En 1934, c'est tout de même un effort. Il l'a pas fait. Bon, il y a une histoire de l'écriture qui passe là-dessous, mais c'est quand même un effort intéressant. Dans le collège de sociologie, il y a quelqu'un comme Anatole Levitsky qui a été l'un des fondateurs du mouvement de résistance du Musée de l'Homme, qui est un des premiers mouvements de résistance de Paris. Il est mort héroïquement fusillé. Mais enfin, je veux dire par là que ces gens-là n'étaient pas des indifférents, ça on le sait, mais qui n'étaient pas non plus des compromis. Enfin, c'était des gens qui étaient dans une forme d'engagement dont la part de danger ou la part maudite était qu'elle n'était pas assimilable aux formes d'engagement que l'on connaissait à l'époque dans la gauche institutionnelle. Je laisse la droite de côté, on a assez à faire déjà. Dans la gauche institutionnelle ou dans les formes d'ultra-gauche de l'époque. Le collège de sociologie se mettait encore ailleurs et il a essayé d'être attentif à des formes sociales que, au fond, personne d'autre n'admettait d'étudier, alors qu'elles étaient les composantes mêmes de ce qui allait faire le